le son. Mon slide numéro 1, ce n'était pas prévu tout de suite. Parce que vous allez voir que je suis obligé de faire avec la régie. Et fait des signes en disant numéro un tel, un tel. Et en fait, bah là, on voit tout. Bon, c'est parfait. Comment? Oui, il y a un problème de micro là, ouais. Avec 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça va? Ok. Avant de parler d'intelligence émotionnelle, ce qui est important, c'est de commencer à parler. Non, ça ne marche pas. Ça. Voilà. 1, 2. Avant de parler d'intelligence émotionnelle, il faut parler de quoi? Du micro. Du micro. En fait, pourquoi est-ce que j'ai voulu commencer à montrer le premier slide? C'est que, avant de parler d'intelligence émotionnelle, il faut parler du terrain dans lequel on va jouer aujourd'hui dans ce monde. Et de voir pourquoi est-ce que l'intelligence émotionnelle va devenir importante. Ça s'appelle le terrain du voyage. Et dans le terrain du voyage, on en a deux. Le connu et l'inconnu. Et sachez une chose, c'est que notre cerveau, il préfère le connu. Okay. Et que pendant des années, le connu, on le maîtrisait. Et quand il y avait des changements, les changements, en fait, quelquefois, on n'avait pas le temps de les voir. Okay. Mon père a travaillé pendant des années dans la même entreprise. Le jour où je lui ai dit que je changeais de boîte 3 fois, 4 fois, il me demandait si je n'étais pas fou. D'accord? Il me dit, mais pourquoi tu ne restes pas dans la même entreprise? En fait, alors je ne vous dis pas la jeunesse aujourd'hui. Hein, c'est ce qu'on appelle les flashs, quoi. Alors eux, ils viennent, ils partent. Okay. Donc, cette notion du rythme aujourd'hui, elle a changé. On n'est plus du tout dans un même rythme comme avant. On est dans un rythme sur lequel les changements, aujourd'hui, quand on parle de changement, c'est la seule chose de stable aujourd'hui, le changement. Okay. C'est ça. Quand on parle de stabilité, on doit parler de changement. Mais en même temps, il faut savoir une chose, c'est que le changement, il est inscrit même dans notre corps. C'est-à-dire, on se rapproche même de ce que nous sommes, nous, physiquement. Physiquement, nous sommes des êtres, d'accord, de changement permanent. Et ça n'arrête pas de changer, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça n'arrête pas de changer. Okay. Maintenant, l'être humain, pour passer de là à là, vous voyez, du connu ou inconnu, alors j'ai pris un mot de chez vous, yako. Hein. Mais pourquoi je dis courage? Parce que le courage, étymologiquement, vient de cœur, corps, en latin. Et que le passage du connu à l'inconnu est beaucoup plus facile quand vous avez du cœur. Donc peut-être on va parler d'intelligence émotionnelle, mais c'est plutôt l'intelligence du cœur. Dans le cœur, il y a 40 000 neurones. Et il y a plus d'informations qui est envoyées du cœur vers le cerveau que le cerveau vers le cœur. Okay. Ça, c'est une découverte qui a été faite il y a 3-4 ans, qui a modifié énormément le rapport que l'on a avec notre cerveau. C'est qu'on a toujours l'impression que c'est le cerveau qui contrôle tout. Okay. Et Damasio, un des experts en émotion, nous dit qu'en fait, que le corps, c'est lui qui envoie toutes les informations. La moindre contraction que vous avez, la moindre tension que vous avez, ça part au cerveau, le cerveau l'interprète, et simplement après, il y a une émotion. Donc, que se passe-t-il dans ce rapport entre le connu et l'inconnu? Eh bien, on a tendance à vouloir rester dans ce monde du connu. Or, ce n'est plus possible. Donc, cette intelligence aujourd'hui, cette intelligence, c'est la manière dont on va danser entre le connu et l'inconnu. Et on est dans un monde aujourd'hui sur lequel on est dans une denrée, on appellerait ça, une denrée d'imprévisibilité. Tout devient imprévisible. On ne sait plus du tout où on va. Vous connaissez tous l'expression VUCA ou VICA, vous avez entendu parler de ça? Certains? Qui connaissent ça? Levez la main. Ok, donc j'explique. Donc, l'armée, réfléchissez à l'armée américaine, mais c'est surtout à Davos, il y a quelques années, les dirigeants se sont réunis et ils se sont dit, OK, qu'est-ce qu'on attend des leaders de demain, les dirigeants de demain? Et en réfléchissant, ils ont dit, avant de se poser la question de ce qu'on attend des dirigeants, il faudrait peut-être savoir sur quel terrain ils vont jouer. Parce que si le dirigeant il se retrouve dans une montagne, peut-être qu'il soit un alpiniste. S'il n'y a que de l'eau, il va falloir qu'on soit des marins. Donc, dit c'est quoi le terrain de demain? Et le terrain, ils l'ont appelé VUCA, VICA en français.
Bah, V, ça veut dire volatile. C'est-à-dire que le terrain dans lequel on est aujourd'hui, c'est un terrain qui est tout le temps mouvant, constamment changeant, impermanent, total. I, imprévisible, incertain. C'est flou. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais dans beaucoup de parties dans le monde, quand ils commencent à prévoir un plan dans l'année, ils le refont 3 fois, 4 fois dans l'année. Ça se passe aussi comme ça ici? Eh bien, on voit que c'est mondial, c'est très bien, ça rassure. Tout le monde est impacté. Et donc, vous imaginez, avant, même un patron, avant, il arrivait, il disait, bah, tiens, voilà, moi, je vous annonce une bonne nouvelle, nous allons investir. Et il est très content, avec toutes ses équipes, de dire qu'il va investir de l'argent et qu'il va remobiliser les collaborateurs, qu'il va peut-être rénover les bâtiments, et il fait une convention avec 300, 400 top de ses managers. Et 6 jours après, la banque vient le voir, lui dit, bah, il y a un changement, en fait, vous êtes dans le textile, et le textile, il y a un code qui a changé, vos intérêts passent à 6% ou à 7%. Ils disent, pas possible. Il dit, bah si, vous êtes en code rouge. Ça, c'est ce qui arrive dans une entreprise il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire qu'elle a annoncé à ses équipes qu'elle allait faire ça, et que maintenant, elle peut plus, elle est obligée de revenir en arrière. Combien de dirigeants se retrouvent aujourd'hui confrontés à annoncer des choses à leurs équipes et peut-être 1 mois, 2 mois après de dire bah c'est plus ça. Donc le modèle du manager d'avant, qui était celui qui savait tout, celui qui, quand il arrivait, il rassurait. Et bien maintenant, qu'est-ce que disent les équipes? Ils disent mais ils ne savent rien là-haut. C'est qui ces dirigeants là-haut? Ok, ok. Ou la DRH dit t'inquiète pas, ton plan d'évaluation c'est certain. Dans 3 mois, tu passes. 3 mois, on va attendre un peu. Et là, il se demande s'il n'y a pas un truc qui se passe, quoi. Alors, il se dit, ouais, non, ça, c'est l'Afrique qui est comme ça. Non, mais c'est partout. Okay, c'est partout. Okay, on est donc dans une situation qui est complexe. Et ça, c'est le VK. Après le V, le I, c'est C, c'est complexité. La complexité, c'est les différences de compliqué. Compliqué, c'est le problème qui est compliqué. Mais la complexité, c'est le lien qu'il y a au fait aujourd'hui, un décideur ne décide plus tout seul. Avant, il disait « je décide ». Je dis bah « non, tu as ton banquier derrière, tu as tes actionnaires derrière, okay, tu as même ta femme peut-être quelquefois, okay, hein, aussi, hein, voilà, tu vois ». Et donc, il se retrouve aujourd'hui qu'on a la complexité, c'est-à-dire que la notion de décision aujourd'hui devient beaucoup plus complexe. On ne peut plus avancer aussi vite qu'avant. Et la dernière, c'est l'ambiguïté. Et l'ambiguïté, c'est quoi? Eh bien, je vous donne un exemple. Vous avez un enfant. Vous voyez un enfant et vous dites, là, cet enfant, c'est un militaire, dit, bah, innocent. Et oui, mais peut-être qu'il a une bombe, il ne le sait pas. Que fait le militaire? Bah, il ne sait pas. Il dit, bah, j'y vais ou j'y vais pas? Voilà comment l'esprit se trouve dans l'ambiguïté. Et donc, ce que l'on dit, c'est que cette notion de VK crée dans le cerveau une sorte de bug qui fait qu'il va falloir qu'on utilise d'autres parties de notre cerveau. Alors, heureusement, on a des ressources. Et l'intelligence émotionnelle, et c'est là qu'on va parler qui est intéressant, l'intelligence émotionnelle, ça veut dire que ça va nous inviter à avoir de l'énergie. Parce qu'il faut de l'énergie pour faire face à ces situations qui n'arrêtent pas de changer. À qui ça arrive de temps en temps d'être fatigué de rentrer du travail ici? Personne ici? Ah, oui, j'ai dit, c'est l'Afrique, c'est top, hein, voilà. Voilà. Qui s'est déjà arrivé de se retrouver à la fin de la journée et se dire « j'ai pas fini ce que je voulais faire ». Ah, là, j'en vois beaucoup, hein, voilà. Et donc, votre cerveau, il faut savoir une chose, quand il sent qu'il ne peut pas finir quelque chose, ça le fatigue. Pourquoi? Parce que la dopamine, c'est cette hormone qui me donne cette satisfaction de l'objectif atteint. Okay, mais si je fais quelque chose, je me suis fixé un objectif et qu'à la fin, je n'ai pas la sensation d'avoir fini, ça va m'épuiser. Prenons un collaborateur. Je ne sais pas vous, maintenant, vous allez me dire aussi. On travaille sur des projets. L'entreprise, la direction générale dit on travaille sur ce projet. Super, on travaille sur ce projet. Et puis après, il y en a un autre qui arrive. Alors, c'est plus prioritaire, c'est celui-là. Et on en met un autre. Mais on n'a pas fini l'autre, il y en a un autre qui arrive. À qui ça arrive de vivre ça ici, hein, l'enchaînement des projets. Voilà, bravo. Et bien, cet enchaînement de projets fatigue le cerveau. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de finir un projet pour dire j'ai bossé, j'ai terminé et je suis content d'avoir fini. Vous comprenez?
Et là, je ne peux pas le finir. Vous voyez tous ces facteurs d'épuisement que l'on est en train d'avoir à l'intérieur de nous, dans cette notion d'incertitude, ça génère énormément, je dirais, de perturbations dans notre mode de fonctionnement. Donc, l'intelligence émotionnelle, il y a une star qui va arriver. Elle est notre remède. Slide 2, s'il vous plaît. Chobot. Est-ce qu'il va arriver? Le slide arrive? Non, bah, normalement, ça devrait enchaîner avec lui. Bah, il est en train de fumer une cigarette pour un café. Il m'a oublié. Bon, tant pis, je vais le faire avec moi. OK? Donc, le slide 2, tu ne veux pas l'emmener là, derrière? Tu m'as oublié? Bon, bah, alors je vais vous le dire. La star, c'est la joie. C'est voilà, tu voulais que je le dise. Voilà. C'est la joie. La joie. Et donc, quand les gens me disent, mais moi, j'ai une bonne intelligence émotionnelle, alors je dis, donc tu es joyeux tout le temps. Tu n'as pas de stress. Okay? L'intelligence émotionnelle, c'est la faculté que tu as à te maintenir dans la joie, même dans les situations difficiles. Okay? Il y en a un qui a parlé de la joie, c'est Spinoza. Et Spinoza disait que la joie, c'est une puissance d'agir. D'accord ? Elle te donne cette puissance d'agir quand tu es capable de te dépasser, quand tu es capable d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on va accéder à cette joie? Comment faire pour que cette joie, elle vienne rayonner dans notre vie? Et pourquoi c'est fondamental? Ben, tout simplement, c'est que les émotions sont contagieuses. Eh oui, nos émotions sont contagieuses. Et si nos émotions sont contagieuses, ça veut dire que moi, en tant que dirigeant, en tant que patron, si je veux donner de l'énergie à mon collaborateur pour qu'il puisse continuer, il faut que je lui donne de la joie. Alors, si on devait trouver des mots associés à joie, parce que vous dire la joie, le gars, c'est quoi les mots associés à joie? Qu'est-ce qu'on pourrait associer au mot joie? Comment? La paix, bonheur, bien-être, épanouissement, bonne humeur, tranquillité, santé. Maintenant, il y a des émotions comme l'enthousiasme. D'accord? Je suis content. L'allégresse. Alors là, c'est là, c'est divin là. Tu veux, ça remonte là-haut, mais bien sûr. Spinoza. Il parle de Spinoza dans son livre, hein, Frédéric Mort, exactement. Donc, vous voyez ces mots-là, amusé, charmé, content, chanté, euphorique, fier, gai, optimiste, ravi, satisfait, tout ça, ce sont des mots qui vont nous aider à un moment donné à voir, à sentir à l'intérieur de nous où on en est. Okay? Donc, la question aujourd'hui, c'est que comme on n'est pas dans la joie, qu'est-ce que fait l'être humain? Qu'est-ce que fait l'être humain? Eh bien, l'être humain, j'essaye de me mettre dessus. L'être humain va faire quelque chose, c'est qu'il va se blinder. Il va se blinder pour ne rien sentir. Et il va même rentrer dans la tête, dans la rationalisation. Et parce que comme il n'est pas dans l'émotion de la joie, donc la meilleure manière, c'est de se couper des sentiments. Ce qui fait que pendant des années, je ne sais pas chez vous, je me rappelle un patron, quand je lui parlais d'émotions, il me dit « les émotions, c'est en dehors du travail ». OK? Tes états d'âme, tu les gardes pour toi. On est au travail ici. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est ces patrons-là, ils te disent on met les émotions en dehors et ils font venir des sportifs. Ils disent écoutez les sportifs qui nous parlent comment l'objectif, la compétition, comment on se dépasse, etc. Et alors, ils n'ont pas vu que les sportifs, ils travaillaient avec le cœur? C'est extraordinaire. Alors, je vais vous montrer une vidéo. Une vidéo et on va discuter après autour de ça. Cette vidéo d'un sportif pour montrer l'attitude mentale. Et c'est un Français qui est, je dirais, qui a été champion du monde de natation. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était juste un peu avant où il commençait à avoir un training mental. Donc, la régie, la vidéo, si elle est prête, on écoute ce champion
Avec le son, c'est mieux. Avec le son, c'est mieux, il faut revenir en arrière. Parce qu'il n'y a pas de son. Vous voyez, c'est ça l'inconnu, l'imprévisible. Il faut faire avec. Mais ça, c'est Raphaël. Il m'a dit tout à l'heure, tu vois, Samy, tu veux parler d'imprévisibilité, tu parles d'intelligence émotionnelle et tu dois faire face à l'imprévisible. Donc, tu vas vivre ça pendant ta conférence. Parce qu'il m'a dit, nous, en Afrique, on n'aime pas les beaux parleurs, on aime les gens pratiques. Donc, tu vas montrer que tu es capable de gérer cet imprévisible. Donc, je suis arrivé, on m'a dit, ton ordinateur, tu ne l'utilises pas. Voilà, c'est comme ça. C'est pas derrière. En plus, quand tu vas vouloir faire passer un sac, il va falloir que tu fasses un geste. D'accord, ok, très bien. Voilà. Et il m'a dit, puis de temps en temps, ton micro marchera pas, mais il va falloir que tu maintiennes la salle. Comme ça. Donc, alors, je me suis dit, écoute, habituellement, je ne mets pas autant d'épreuves aux personnes. Il m'a dit, oui, mais nous, c'est ce qu'on vit. Tu vois? Donc, il faut que tu puisses savoir que c'est comme ça qu'on vit nous. Tu vois? Voilà. Ben ouais, je te remercie pour cette épreuve-là. Ok, tu vois. Bon. Donc, mais je ne pensais pas que ça allait être aussi inconnu que ça. Tu vois, hein, mon cerveau, il est habitué à l'imprévisible, mais à ce niveau-là, c'est ça. Alors, le temps qui vienne, je vais vous dire quelque chose qui est important ici, le temps qu'ils mettent en place la vidéo. Il y a des défis qui sont fondamentaux dans notre capacité aujourd'hui à vivre l'imprévisible. C'est est-ce qu'on accepte d'être dérangé? Vraiment mis dans le scénario, si j'arrive 8e de cette finale, j'aime bien me dire qu'est-ce qui se passe si j'échoue. Mais en fait, je me rends compte qu'il ne va rien se passer de spécial. C'est-à-dire que ma famille sera toujours aussi contente pour moi. Je me suis vraiment mis dans le scénario, si j'arrive 8e de cette finale, qu'est-ce qui se passe? Il ne va rien se passer. Donc maintenant, j'ai plus peur de l'échec et je suis plus en mode je profite et j'essaie. Là, je travaille avec, depuis quelques temps avec Léon Marchand. Je ne sais pas si vous connaissez le petit de 19 ans qui a fait sa première finale olympique. Voilà, avant, il était dans la peur de mal faire. Et il nageait avec l'énergie de mal faire. Et ça ne se passait pas forcément bien. On a travaillé là-dessus. Et voilà, ça va être, je pense, dans un an ou 2 ans, le numéro 1 mondial. C'est excellent. Avant, j'avais un peu peur de. Je me sentais pas légitime si je n'amenais pas de médaille, en fait. Et du coup, c'est une mauvaise énergie, c'est une mauvaise source d'énergie. Il faut ramener une médaille. Et ça ne marche pas comme ça. Et je pense qu'avec Thomas, on a ouvert des portes. Ça nous a permis vraiment de nous redécouvrir déjà et de savoir comment je fonctionne. Donc, c'est génial de voir ce message. Moi, j'ai eu la chance j'étais en confinement, je me suis rendu compte en fait, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est pour ça que j'ai commencé justement cette préparation mentale. C'est juste une aide en plus. Et moi, ça m'a permis de grandir en tant qu'humain, tout simplement. Maintenant, mon objectif, c'est de savoir qui je suis en tant qu'être humain, pas nageur, justement. Avant, je savais que j'étais nageur, mais en dehors de ça, j'étais un peu perdu. Maintenant, le but, par exemple, d'une finale au mondial, c'est de savoir où est-ce que je peux aller moi-même en tant qu'individu. Et ça me transcende, en fait. Et du coup, c'est une bonne énergie qui vient. Et quand je mets ce genre d'énergie dans mon corps, j'arrive à me régénérer pendant la course, j'arrive à finir à fond, j'arrive à partir vite, j'arrive à oser un peu tout. En fait, j'ai plus rien à perdre. Et donc, je ne m'aimais pas autant que maintenant. Avant, je me sentais timide, etc. Et avant, et pour moi, c'était un désavantage. Alors que maintenant, c'est plus une force, ça me permet de me transcender et de savoir vraiment mes atouts et mes qualités. Et c'est plus facile de rester focus sur soi dans tout ça aussi. C'est quoi le moi, je pense que c'est plaisir. Parce que quand je m'amuse, je peux faire tout ce que je veux. J'ai aucune limite quand je m'amuse. Ce qu'on a aussi travaillé avec Thomas, c'était un peu la respiration, la cohérence cardiaque. Et du coup, je me disais un peu ce mot-clé dans la tête, par exemple avant les courses. Et ça me permet justement de sentir cette énergie en moi, de savoir qui je suis avant une course, tout simplement. Et de libérer tout mon potentiel. Après, il y en a, ça va peut-être le fait d'être plus libéré, le fait d'être plus. Il y a plus en paix intérieure, il y a plein de moyens de le faire. Moi, ma manière de le faire, en tout cas, c'est de prendre du plaisir et de kiffer, tout simplement. Parce que bon, c'est un sport, hein, c'est de la piscine, on va pas se mentir, c'est pas non plus ce qui va changer ma vie. Mentalement, il faut essayer, moi, ma technique en tout cas, c'est essayer de se détacher le plus possible de l'enjeu de la compétition. Jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire juste en arrive le jour de la compète, je fais ce que je sais faire, je l'ai répété plein de fois à l'entraînement. J'essaie de ne pas trop penser à l'échauffement parce que voilà, quand on se sent pas bien, on se dit bon, on va bien nager. Après, quand on se sent bien, on dit on va bien nager, on a trop de confiance, etc. Donc moi, je pense vraiment aux choses entre les séries et les finales.
J'aime bien lire des mangas, j'aime bien regarder des séries pour vraiment me vider la tête. Et comme ça, quand je reviens dans le bassin, je n'ai pas fait la course avant. Je sais par exemple qu'il y a 2-3 ans, quand j'étais en finale, toute la journée, je pensais à ma course, je révisais déjà ma course. En fait, j'avais déjà fait la course avant de l'avoir fait. Alors que maintenant, je travaille dur pendant 2-3 ans, je me dis, ça va être un moment, je le garde et je vais le découvrir pour la première fois. Ce serait une surprise. Et après, voilà, on rentre sur le bord du bassin, on arrive derrière le plot et là, c'est parti, c'est que du plaisir. Alors, moi, j'essaie de profiter au max parce que voilà, j'ai fait des finales mondiales. Je pense que je ne vais pas en faire non plus une centaine dans ma vie, donc je m'entraîne tous les jours pour ça. Donc, c'est juste profiter, comment j'ai fait le boulot et à fond, quoi. Ça vous arrive des fois de se sentir comme excuse, je peux pas, j'ai piscine. Il y avait un t-shirt comme ça. Mais bon, je le dis souvent, c'est clair. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient de ce champion? Alors, il faut savoir que c'était avant qu'il devienne champion du monde. Hein. Donc, c'était son entraînement mental qu'il avait. Et il est maintenant champion du monde. Il a battu les Américains, etc. C'est vraiment un petit jeune là qui est très prometteur. Qu'est-ce que vous retenez dans ce qu'il a dit? Oui? Il a lâché prise. Tout à fait. Exactement. Ouais. Il a réussi à se libérer de la peur d'échouer. Exactement. Il a osé la joie. Exactement. Hein, il dit son mot-clé, le plaisir, la joie, c'est son mot à lui, hein, mais ça veut dire joie pour lui. Oui. Il fait. Exactement. Tout à fait. Oui. Il a appris à se connaître. Ça, c'est excellent, ouais. Il ne se met aucune pression. Tout à fait. Lorsqu'on a peur d'échouer, on échoue. C'est vrai, on se met un programme. Exactement. Donc, ce qui est intéressant, oui, quelqu'un d'autre voulait rajouter quelque chose? Oui? Ouais. Ça, c'était la petite blague, ouais, exactement. Oui, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. En fait, il sait se mettre focus au bon moment. D'accord? Et donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait à un moment donné gérer cet état d'esprit-là pour ne pas se laisser envahir par une émotion qui est négative, parce que savoir que les émotions désagréables, qui sont les émotions comme la peur, la tristesse ou la colère, etc., elles sont nécessaires. Mais elles sont consommatrices d'énergie. Parce qu'il faut savoir une chose. Qu'est-ce que l'émotion? L'émotion, elle te dit une seule chose. Elle te dit, un besoin a besoin d'être satisfait. C'est ça qu'elle est en train de te dire. Donc, elle te pousse à chercher un moyen de satisfaire un de tes besoins. Okay? Mais imaginons que dans ta tête, tu te dises, je vais échouer. Donc, ton besoin de réussir, il est en paradoxe. Donc, tu essaies de trouver un moyen dans ta tête, bon, ah non, je ne peux pas rester avec ça. Comment je vais réussir? Qu'est-ce que je vais faire? Etc. Parce que du coup, comme tu as une émotion négative, donc le besoin, c'est de garder en tête que tu vas y arriver pour avoir confiance en toi. Mais si au fond de toi, l'énergie de la peur est très forte, tu vas passer un temps fou mentalement à essayer de rétablir cette énergie pour te sentir à l'aise le moment où tu vas y arriver. Donc, que faut-il faire? Une seule chose. Accepter d'être un être humain. Et c'est quoi un être humain? C'est quelqu'un qui stresse, qui a peur, qui est là et qui peut échouer. Et c'est ce qu'il dit, ce n'est pas une fatalité. Je ne vais pas mettre un enjeu énorme. C'est-à-dire qu'il est arrivé en disant attention, je ne vais pas me mettre un enjeu qui est presque identitaire, comme si c'était la fin du monde pour moi. Okay? Et il dit j'ai appris à me connaître. Et donc maintenant, il a switché dans sa tête quelque chose. Il s'est dit quand je vais faire la compétition, en fait, je vais apprendre quelque chose sur moi, sur mes propres capacités à me dépasser. Donc à chaque fois qu'il fait, il n'est pas centré sur l'esprit de la comparaison. Parce que je vais vous donner un ennemi numéro 1 chez nous tous. C'est la comparaison. Alors, je voulais me dire, ouais, mais le benchmarking, ok, d'accord. Mais le benchmarking pour une entreprise, mais pour un être humain, la comparaison, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Vous êtes unique chacun. Et vous savez quoi? Il faut peut-être quelquefois toute une vie pour le comprendre. Toute une vie pour savoir qu'en fait,
Notre objectif n'est pas de copier l'autre, n'est pas de ressembler à quelqu'un d'autre, mais de trouver quelque part quelque chose qui est unique chez vous, quelque chose de singulier. Pendant des années, moi, en tant que formateur, c'était ma peur. Et l'autre, il fait quoi? J'avais des documents, je dis, et s'il me les pique? Et j'étais en train de conserver. Puis un jour, je dis, prends-les. Ma manière de chanter et faire ma conférence, c'est la mienne. Et même si tu prends mes documents, tu ne chanteras pas comme moi. Tu ne parleras pas comme moi. Et c'est pas super. Et donc, si tu t'appuies sur qui tu es, et c'est ce qu'il a dit, c'est là que tu as toute ton énergie. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'un manager aujourd'hui, c'est ça son enjeu. C'est comment faire pour que son champion qui est là ne soit pas dans un modèle, mais aller trouver sa propre singularité dans qui il est. C'est-à-dire que peut-être quand il va travailler, comme lui, quand il fait sa compète, il dit « j'apprends à me connaître, j'apprends à me dépasser ». Et peut-être que si vous faites ça, messieurs, mesdames, les DRH, dans votre travail, il va se passer quelque chose. C'est que vous ne managerez plus des ressources ou du capital humain. Vous allez manager des êtres humains. Même pas du management. Vous allez rencontrer des êtres humains. Vous allez avoir une ouverture avec des êtres humains. Vous savez, la différence entre le développement personnel et la spiritualité, excusez-moi, spiritualité, ce n'est pas religion, hein. Spiritualité, c'est le sacré pour moi. C'est quoi? Le spirituel, c'est l'esprit, c'est l'intelligence. Vous savez, l'esprit, spiritus, ça veut dire l'esprit, le souffle. Et bien aujourd'hui, le développement, il fonctionne que sur une seule fonction, c'est plus, 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 plus. Ça s'appelle la dopamine. Il y a un livre qui est sorti d'un chercheur en neurosciences qui dit le bug dans le cerveau. Et il dit c'est un bug dans le cerveau, c'est Boller, hein, si vous voulez. Et cet homme-là nous montre que la dopamine dans notre cerveau nous pousse à vouloir toujours plus et que c'est peut-être ça qui va nous mettre en difficulté. Parce qu'on n'est jamais satisfait de ce qu'on a, on veut toujours plus. C'est ça, la dopamine. Mais moi, l'hormone dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est l'hormone de la joie, c'est l'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est l'hormone qui me met en lien, la première hormone du bébé quand il rencontre maman. C'est l'hormone du lien. Donc, ce qu'on a besoin de faire avec les gens, c'est être en lien avec les gens. Mais vous ne pouvez pas être en lien avec les autres si vous-même, vous n'êtes pas bien. Si vous-même, vous voulez changer les autres. C'est d'abord soi. Et trouver soi, ce n'est pas évident. Slide suivant. Merci, comme il est fort, je t'adore. On l'applaudit. Il est attentif à moi. C'est qu'on a tous une zone de confort, de contrôle à l'intérieur de nous. Et cette zone, c'est celle qu'on est à l'aise. Okay? Mais vu que le monde est en train de changer, il va falloir entrer dans cette zone sur laquelle on va être dérangé. Et dans ce dérangement-là, vous n'irez pas dans cette zone d'apprentissage ici si vous ne savez pas pourquoi vous le faites. Dans ce qu'il dit dans cette vidéo, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « je me dépasse parce qu'à chaque fois que je fais de la compète, j'apprends à me connaître. » D'accord? Il y a quelque chose de moi. Et donc, je le fais pour moi. Je le fais pour grandir. Et bien, peut-être c'est ça demain quand on va recruter les gens. Tu viens chez nous, on te donne un projet, mais ce projet-là va t'aider toi à grandir. Et vous allez voir que vous allez garder beaucoup plus de personnes. Parce qu'il ne va pas venir pour être asservi par une entreprise, ce qui était avant. Non, il va venir parce qu'il va sentir que c'est un lieu de croissance pour lui. Et donc, ça veut dire qu'on va rentrer dans une éthique, dans une relation totalement différente avec les gens, sur lequel on est dans une relation où l'autre devient quelque chose qui lui permet, j'aide l'autre à grandir. Vous allez voir, d'abord, il y a plein de coachs ici. C'est pour ça qu'ils adorent leur métier, parce qu'ils sentent qu'ils peuvent aider les autres à grandir. Vous savez quoi? Je crois que je vais changer, je vais passer avec un truc, ça saute. Hein. C'est désagréable ou pas, les petits? Ça va? Ah bon, c'est parfait alors. Et donc, dans cette zone, vous avez vu qu'il y avait la zone de croissance, ok? Et puis, il y avait la zone, quand on pousse trop loin les gens, dans le schéma, il va rentrer quoi? Il va rentrer dans une zone de danger. Parce que là, vous l'avez tellement poussé trop loin que lui-même, il ne peut pas développer les nouvelles compétences. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est le manager qui va sentir que le collaborateur qui est en face, attention, je vais trop loin avec lui. Mais qui va apprendre quelque chose d'important. Slide suivant. Voilà. Qu'est-ce qu'il va apprendre? Il va apprendre qu'un être humain, nous tous ici,
chaque seconde, là, quand vous m'écoutez, votre cerveau se pose la question s'il est en sécurité ou en danger. Ah, tout cela. Alors, comment il sait qu'il est en sécurité ou en danger? C'est qu'il est en danger quand il se dit, là, l'animateur, il est en train de dire quelque chose qui est contraire à mes croyances. Boum, voilà, ça peut le déranger. Ce qui n'est pas grave. Hein. Il est en sécurité, il dit, ah, là, je suis d'accord, ça me va bien. Okay. Mais comme je suis en sécurité et en danger, et que je fais ça toutes les secondes, tous ici, nous faisons ça toutes les secondes, je vais vous dire une chose, faire grandir quelqu'un, c'est d'abord le mettre en sécurité. Vous ne pourrez jamais amener quelqu'un à se développer ou quelque part s'il ne se sent pas en sécurité. Okay. Parce que c'est mon cerveau qui fonctionne comme ça. Mon cerveau, s'il ne se sent pas en sécurité, il ne pourra pas y aller. Il ne peut pas. Okay. Notre cerveau, il y a une amygdale, c'est une sorte d'alerte tout le temps, il est là. Vous savez, c'est les petits trucs là qu'on a un peu ça là. Vous voyez le petit truc là pour les fumer. Voilà. Il est là, et lui, il est là, et il attend, et il regarde, et il fait ça. Attention, là, il y a un danger, là, il y a un danger. Okay. Donc, par exemple, quand on parlait des couleurs, disques par exemple, vous voyez, c'est intéressant. Qui connaît l'outil disque ici? Levez la main, un peu. Voilà. Bah, dans cet outil disque, vous avez vu, on a les couleurs. Bah, si vous commencez à raisonner avec les couleurs en disant chaque couleur, eh bien, vous allez avoir un moment donné où la personne, elle est en sécurité ou en danger. Si la personne est en sécurité, elle va utiliser le bon côté de sa couleur, le bon côté de son comportement. Si elle se sent en danger, elle va utiliser le mauvais côté de son comportement. Donc, quelqu'un qui a l'habitude d'être très direct, très franc, très bien, ça c'est bien de dire. Mais s'il est en insécurité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devenir autoritaire, plutôt violent, parce que ça va lui permettre de s'en sortir. Parce que c'est sa défense. Okay. Mais là, au lieu de sécuriser la personne qui est en face, il va l'insécuriser. Et on va avoir deux individus où chacun se contracte. Et vous avez déjà vu des personnes qui se contractent comme ça, là? En fait, champion du monde en étant contracté? Moi, je dis le nombre de réunions, quelquefois que j'assiste, où les gens sont contractés dans la réunion. Hein, ils se demandent pourquoi ils sont en réunion. Okay. C'est vrai. La consommation d'énergie des réunions, alors, je ne sais pas comment chez vous, mais alors, putain, mais c'est mondial. Ouais. Tu te demandes pourquoi tu es en réunion quoi, à la fin de la journée. Tu es épuisé à force de faire des réunions. Et ça, ben, le problème, c'est que l'épuisement envoie un signal au cerveau d'insécurité. Et donc, quand on a les gens en insécurité, vous savez ce qu'ils font? Ils se réfugient dans leur processus défensif et ils ne sont plus en train de chercher à grandir ou à développer quelque chose qui va leur permettre d'aller plus loin. Donc, qu'est-ce que fait une entreprise quand elle est dans la défensive? Imagine qu'elle a une problématique. Eh bien, les gens vont aller faire ce qu'ils savent le mieux, alors que ce qu'ils sont en train de faire, ça ne sert à rien. Oui, tu peux laisser le slide, c'est très bien. Alors que les gens, au lieu de se connecter, de trouver des liens, ils vont rentrer dans une relation de protection. Et dans cette relation de protection, vous avez des entreprises qui peuvent complètement se casser la gueule. Hein, c'est ce que Einstein disait. Le système de pensée qui a créé le problème ne peut pas être le système de pensée qui va trouver la solution. Mais mon système de pensée, comme c'est celui que je l'ai et que je connais, il faut que je le change. Mais je ne peux pas le changer si je ne suis pas en sécurité. Donc, l'enjeu qu'on a aujourd'hui, le monde qui est Vika, c'est de créer des conditions de sécurité chez nos collaborateurs. De créer des conditions de sécurité, au moins chez moi. Au moins chez moi. Commencez par moi. Parce que sachez que si vous-même vous êtes en sécurité et que vous sachez vous maintenir dans la sécurité, vous serez capable, à un moment donné, de contaminer les autres. Et c'est ce travail-là qu'on a besoin de faire. Alors, il y a un petit test après, si tu veux bien. Passe ce slide. Voilà. Je vais vous demander, si vous voulez bien, vas-y, affiche, toutou, c'est bon. Vous devez me trouver le résultat qui est ici. Point d'interrogation, allez-y, faites des calculs, prenez votre machine à calculer, faites ce que vous voulez, et vous me faites des propositions. Vous parlez très fort, et ça donne ça. Combien? C'est ouais, le dernier, moi je me suis là. Mais si tu m'as trouvé 45, bravo, tu sais lire. Ça, c'est déjà une bonne première étape. Il faut le garder, maintiens-le. Pas bouger.
Alors, qu'est-ce que quelqu'un a une option là déjà? Combien? Vas-y, vas-y. Combien? 25, on propose ici. Allez, on y va. 26 ici. Voilà, tu vois, ça commence à aller un peu plus haut. Allez. Non, regarde, il faut que ma femme. Oui, 26. 26. Non, ce n'est pas 26. Combien? On m'a dit 70. Voilà, ça s'améliore. 22. 52. 58. 52. 123 qui dit mieux. 67 ici. Vous voyez, c'est extraordinaire cette entreprise sur un même événement. « 165. Alors, on va avancer. Donc, vous avez vu qu'il y avait une multiplication qui était ici. Bien. Vous avez vu qu'ici, il y avait un carré, le carré avait disparu. Hein? Le carré a disparu. Ici, il y avait 4 bananes, ici, il n'y en a que 3. Et l'heure a changé, c'est plus 3 heures et 2 heures. Donc, laisse encore, laisse. Donc, ici, il faut compter le nombre de traits, parce que c'est un truc qu'on compte, puisqu'on voit bien qu'on compte à chaque fois. Donc, on doit compter. Si ici, il y a 15 et qu'on enlève un carré, ça fait 4 côtés. Donc, 15 moins 4, ça fait 11. 11 fois 3, 33. 33 plus 3, 36 plus 2, 38. Le gagnant était là, tu te lèves, bravo, il avait trouvé. Alors, tu veux passer le slide suivant? Pourquoi je vous ai montré ça? Pour tout simplement vous parler qu'il y a 2 clés en intelligence émotionnelle. Les clés de l'intelligence émotionnelle, c'est qu'est-ce qui fait que vous avez, pour trouver, il fallait quoi? On nous a toujours appris ça. Pose bien ton problème, et quand le problème est bien posé, on peut trouver une solution. Eh bien, c'est exactement pareil pour nous. Pose bien le problème, ça veut dire vois ce qui est en train de se passer. Prends bien tout. Quand tout à l'heure, tu disais, bah, j'ai vu mon papa, le klaxon, j'ai identifié ce que ça voulait dire. Bien, j'ai posé le problème, je prends une décision. Okay? Mais capter, ce n'est pas simplement capter les autres, c'est capter soi. C'est-à-dire que je suis capable d'identifier, est-ce que je suis dans la défensive, là? Ou est-ce que je suis dans l'ouverture? Est-ce que je suis en insécurité ou sécurité? Qu'est-ce que je dégage, là? Okay? Est-ce que j'arrive à voir dans quoi je suis? Et donc, bien identifier ce qui se passe n'est pas une évidence, surtout si notre cerveau n'a pas appris. Moi, il y a quelques des années, on me disait, Samy, mais pourquoi tu stresses? Je dis, bah non, je ne suis pas stressé. Je n'arrivais pas à voir que j'étais stressé. Je n'arrivais pas à le voir. D'accord? Donc, c'était quelque chose pour moi où je m'étais habitué à ce sentiment-là. Je m'étais habitué à être dans cette émotion-là. Et donc, je ne comprenais pas pourquoi les gens me disaient, mais pourquoi est-ce que tu es stressé, Samy? Okay? Donc, apprendre, d'accord, à capter, c'est ça la première chose qu'on apprend dans l'intelligence émotionnelle. C'est d'abord, est-ce que tu es capable de capter ce qui se passe chez toi? Et que tu es capable de… Pour ça, quand Raphaël parlait de neurosensorialité, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que la première chose à faire, c'est le corps. Est-ce que tu peux écouter ton corps? Est-ce que tu peux écouter ce qu'il dégage, ce qu'il est en train de dire? Et par exemple, prenons un petit test. Vous êtes prêts? Un autre test. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un marqueur. Bravo. Attention, attention. Qu'est-ce que c'est que ça? Génial. Qu'est-ce que c'est que ça? Des chaussures, etc. Voilà. C'est un pied, un pied. Alors déjà, on n'est pas d'accord. Voilà, c'est pas. Bon, on va dire un pied, chaussures, c'est les deux. Très bien, très bien. Ok. Non, mais je suis d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Une montre. Bon, on va faire plus compliqué. Attention, là, attention. Qu'est-ce que c'est que ça? Un écran. Attends, allez. Un autre test. Qu'est-ce que c'est que ça?
un post-it. Moi, je trouve que c'est incroyable. Vous avez développé une compétence pour identifier ce qui était à l'extérieur de vous de manière magistrale. Est-ce que vous avez la même chose sur ce qui se passe à l'intérieur de vous? De pouvoir nommer tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, de comment ça se passe. Hein? Et bien voilà. Nous allons parler maintenant que capter, c'est quelque chose qui n'est pas évident parce que nous avons, d'une certaine manière, des obstacles. Un des obstacles, c'est, il va me demander le slide à côté, donc je vais lui donner le numéro. C'est le slide 14. Non, celui-là, c'est après. Slide 14, ce n'est pas celui-là, c'est un slide. On n'a pas le même numéro, là, mon ami. Tu dois sauter. Là, je vais faire un petit truc, là. Il était entraîné à faire les uns derrière les autres. Hein, donc, j'ai voulu le déstabiliser. Donc, c'est la fixation mentale. Ça veut dire que vous êtes focus et que vous êtes complètement fixé sur quelque chose. Et notre première fixation qu'on a, c'est qu'on ne regarde que les choses qui sont à l'extérieur de nous. Okay. Et on n'a pas appris dans notre vie à faire un retour qui est qu'est-ce qui se passe chez moi. Et c'est un réflexe. Tout de suite, tac, on pointe le doigt sur les gens. OK? Levez la main avec moi, faites ça. OK? Pointez le doigt comme ça vers quelqu'un, allez-y. Voilà, le coupable est là. Merci, il y a des gens qui m'ont pointé. Merci, voilà. Et maintenant, le retour, c'est différent. C'est maintenant, je vais vous demander de faire quelque chose. Pointez vers vous. Allez-y, pointez tous vers vous. Regardez où pointe votre doigt. Vers le cœur, en majorité. C'est fou, hein? Quand je vous dis vers toi, ça va vers le cœur, c'est naturel. Tu n'as pas fait comme ça, vers moi. OK? Et c'est presque international, statistiquement. Quand on dit montre-moi toi, les gens font tout de suite. OK? Ils ne font pas. Non, je n'ai pas vu ça. D'accord? Ils font tous ça, vers moi. OK? Donc, c'est naturel. C'est le lieu, il est là dans le cœur. Il y a 40 000 euros. C'est ça notre centre vital. Okay? Et on n'a pas appris à faire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait mal. Et quand ça fait mal, on préfère le montrer à l'extérieur. On préfère dire que c'est. Et pourquoi on fait ça? Parce que mon cerveau, il dit dégage. Okay? Et le cerveau, dans son système de défense, il en a 3. Le premier, c'est quoi? C'est je te tue. Alors, comment je te tue? Je ne vais pas te tuer vraiment physiquement, mais avant, il faisait. Je t'accuse. C'est toi le coupable. C'est toi qui as fait ça. C'est toi qui es dans l'erreur. D'accord? Donc, je vais pointer mon doigt. Voilà, je vais agresser. C'est agressif. Le deuxième, c'est je fuis. Alors, le fuite, dans le boulot, c'est un peu difficile de fuir. Donc, un moyen de fuir, c'est de mentir. C'est manipuler. Ah, c'est génial ce que tu as fait. Hein, c'est nul, mais c'est pas grave. Ah, c'est génial. Ton patron t'annonce un truc, tout le monde, il raconte un truc, il rit un peu, toi. Moi, je trouve extraordinaire comment des patrons arrivent à faire rire avec des conneries. C'est vrai. Mais en fait, comme c'est un patron, il dit un truc, on va dire, bon, on va rire, parce que ça fait du but. Tu vois, c'est parce qu'on cherche un lien, quoi, tu vois, voilà. On cherche la connexion avec lui. Okay. Alors, le problème, le pauvre patron, c'est qu'on lui dit jamais ce qui se passe, quoi. Hein, ah, c'est génial ce que tu as fait, bravo, hein, vraiment. Non, mais c'est super. Okay, hein, alors, on compatit avec lui, voilà. Mais maintenant, quand un patron a une bonne intelligence émotionnelle, il veut qu'on lui dise la vérité. Et il crée un climat de sécurité suffisant pour qu'on lui dise la vérité. Parce qu'il ne veut pas entrer dans le mensonge. Vous voyez le défi? C'est son intelligence émotionnelle qui le permet. Et donc, dans son fonctionnement du cerveau, on dit qu'il ne se laisse pas aller par ses automatismes, mais qu'il est capable d'utiliser ce qu'on appelle le préfrontal. Hein. Je ne vais pas rentrer dans une complication, mais le préfrontal, c'est cette partie cerveau qui est là, qui est capable de prendre du recul. C'est un peu l'aigle à l'intérieur de nous. Hein. C'est celui qui voit en hauteur, qui est en train d'observer les choses sans être pris par l'émotion, qui veut connaître la réalité, qui veut capter. Quand on a fait le jeu tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé dans le jeu? La première chose, c'est que vous avez été pris par vos automatismes. C'est à toute vitesse. Vous n'avez pas vu les multiplier et tout. Puis après, vous avez réfléchi, vous avez dit, il se passe quoi? D'accord? Et c'est là que vous avez commencé à voir. Sauf que quand on est stressé, quand on n'est pas bien, le préfrontal s'arrête. Quand on a l'insécurité, le préfrontal peut s'arrêter. Donc, il faut une sacrée volonté pour être capable de pouvoir, à un moment donné, se mettre dans cette posture qui est la posture, je dirais, de prise de recul.
J'ai appelé ça, en fait, les comportements défensifs, de temps en temps, j'ai appelé ça les comportements barges. C'est un peu barjot, le mec. Okay. Pourquoi barge? Barge, parce que dans barge, il y a B comme bannir. Je ne veux pas entendre. Non, mais je n'ai pas envie d'entendre. Tu ne veux pas savoir ce qui se passe? Non, non. Je ne veux pas. Très bien. A, c'est j'accuse. Vous savez, le poison numéro 1 qu'on peut se faire à soi-même, c'est le jugement. Le jugement rétrécit les possibilités de voir. Ensuite, on a R de barge. Et R, c'est quoi? C'est ruminer, râler. Ça se fait du bien. Hein. On rumine. Ça ne fait pas avancer grand-chose. Hein. Mais ça nous soulage pendant quelques secondes. Ça nous permet de nous maintenir dans le système. Et le dernier, alors je l'adore, c'est le J de barge, c'est la justification. Et la justification, ça s'appelle la stratégie de la chèvre. Oui, mais... Oui, mais... Hein? Vous savez quoi? On se trouve des excuses pour ne pas sortir de sa zone de confort. Et bon, et c'est louable, hein, parce qu'on n'est pas en sécurité, il faut le savoir. Hein. Donc je rappelle toujours une chose, regardez bien ça. Si je n'arrive pas à sortir de ma zone de confort, c'est que je suis en insécurité, ok? Et que c'est trop dangereux pour moi. Mais la justification dans sa tête, c'est intéressant de l'écouter. Ça fait combien d'années que tu dis que tu vas bouger? Ouais, tu as raison, tu as raison. Mais c'est compliqué de temps en temps, ma vie. Il faut que je te raconte, c'est compliqué, ma vie. Hein. Comme si avec lui, sa vie, c'est trop compliqué, quoi. Tu vois? Non, mais ce temps-ci, il y a des choses à la maison, machin. Et on a plein d'excuses pour ne pas bouger. Et on s'habitue à ça. Alors maintenant, si on voulait vraiment changer, il faudrait parler dans une autre attitude que j'appelle le processus voir. Et voir, c'est quoi? Alors peut-être qu'il va me demander le numéro de slide. C'est le numéro de slide 16, si tu veux, à côté. Donc, voir, c'est ce qui va me permettre de sortir la fixation et rentrer dans une sorte d'agilité. Okay, et donc, vous avez vu BARJ, on en a parlé. Okay, alors, le O, parce que je dis quelquefois barjot, on dirait qu'il y a une sorte d'orgueil de temps en temps. Hein. Mais le voir, c'est quoi? Le voir, c'est le V qui va faire que je ne vais pas pointer les gens comme ça, mais je vais dire V, va vers toi. Arrête, c'est vers toi d'abord que tu vas aller. En tant que patron, en tant qu'individu, tout se passe dans votre tête. Est-ce que tout le monde ici est conscient que là, vous êtes tous en train de me regarder, là, tous, hein? Voilà, vous me regardez, là, je me mets devant vous, là. Vous me regardez, hein? Je lance une nouvelle. Non, vous n'êtes pas en train de me voir. Vous êtes en train de voir l'interprétation que vous avez de moi. Mais vous ne me voyez pas, moi. Vous avez une traduction. Est-ce que je te vois, toi? Non. Je vois une perception que j'ai de toi. Et il vaut mieux, parce que tu es tellement beaucoup plus que ce que je pense de toi. D'accord? Comment? Une copie? La copie de quoi? Oui, à copie en anglais, quoi, tu veux dire? Oui, c'est une perception, tout à fait. C'est une perception, c'est une traduction. Mon cerveau, tout le temps, est en train de traduire. Constamment, il traduit. Mais maintenant, quand il est en insécurité, comment il va traduire? Il va traduire en voyant l'autre comme étant une menace. S'il est en sécurité, il va voir l'autre comment? Comme un allié, comme une connexion, comme un lien possible, comme une croissance ensemble sur laquelle on va pouvoir échanger. Et donc, cette notion de sécurité et de danger, au moins retenez ça, d'accord? Et ceux qui feront le stage avec moi, intelligence émotionnelle, on continuera à en parler. Cette notion de sécurité qui est là, il faut savoir que c'est ça l'intelligence émotionnelle. C'est comment tu vas trouver cette faculté de te mettre en sécurité. Parce que si tu voyais à un moment donné que quand tu es en insécurité, que tu es en train de dégager une défense en face, tu te dis merde, mais c'est fou la contraction que je suis en train de créer dans la relation à l'autre. Okay? Et il y a des gens, même si vous êtes extraordinaire, même si vous êtes très ouvert, il y a des gens qui, dans leur histoire personnelle, font qu'ils sont toujours en danger. Tu n'as jamais vu, hein? Tu vois quelqu'un, tu lui dis ça va? Tu dis pourquoi j'ai posé la question, lui? Je suis là, je n'aurais jamais dû lui poser la question. Je lui dis ça va, ça y est, là, je sais pas, il m'a pris, là, c'est fini, là, il m'a raconté sa vie, d'accord? Parce que la personne est tellement mal
qu'elle est tout le temps en insécurité. Okay? Mais cette notion qui est importante, c'est que si la personne prend conscience qu'elle est souvent en insécurité, c'est pour ça, le premier chemin, il est là. Je prends conscience que je suis en insécurité. Ça veut dire que je dois commencer à travailler dessus sur moi. Et c'est là le V après le O. Je vais le faire ici pour l'éviter à tout faire. Dans le V, si c'est le premier qui est là, ok, va vers toi. J'ai pris conscience que j'étais en insécurité. Ma deuxième, ça va faire quoi? C'est observe. Mais observe sans juger. Ce n'est pas possible que je puisse grandir personnellement sans, si à un moment donné, il y a du jugement. Okay? Ce n'est pas possible. Avec Michel, on regardait un film dans l'avion qui était extraordinaire. J'ai oublié le titre, Michel, je ne sais plus si c'était très bien, mais c'est Plusieurs visages, un truc comme ça. Bon, tu me diras. Voilà. Et c'était extraordinaire parce que c'était comment ils rassemblaient des gens qui étaient des victimes, d'accord, avec des prisonniers qui étaient les agresseurs. Pas forcément eux. Et comment il y avait une sorte de médiation pour les amener à parler, où chacun comprenait qui était l'agresseur, mais l'autre comprenait la victime, tu vois, pour entrer dans une sorte d'empathie. Mais ceux qui devaient accompagner ça, ils devaient être sans jugement. Et c'était ça la plus grosse difficulté. Il fallait qu'ils montent aucun jugement dans ce qui se disait. Tout était OK. Parce que le moindre jugement faisait que la personne se rétractait. Et nous-mêmes, nous avons un ennemi à l'intérieur de nous. Si vous vous écoutiez de temps en temps, vous verrez combien de fois vous tapez sur la tête. Qu'est-ce qu'on se juge intérieurement? Et c'est pour ça que le I qui est derrière est fondamental, c'est l'intention. Et cette intention, c'est celle-là, l'intention du cœur qui est importante. Peut-être au début, il faut du courage pour laisser regarder, parce que ça fait peur. Et je vais utiliser le mot, parce que pendant très longtemps, j'ai utilisé le mot cœur. Mais vous savez, il y a deux postures à l'intérieur de nous. Deux. La peur ou l'amour. Eh oui. La peur ou l'amour. Pas l'amour affectif. Mais cet amour qui ne juge pas. Cet amour qui est celui qui est vraiment dans ce lien. Vous savez, dans la tradition chrétienne, on dit aimez-vous les uns les autres. Okay? Et pour les musulmans, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ça veut dire tu commences par le fait qu'il y a ce Rahman, c'est-à-dire cette miséricorde. Et vous allez voir les bouddhistes parlent de compassion. Okay? Quelles que soient les traditions du monde, des gens qui ont fait un travail sur eux à un moment donné, ce sont des sages, on arrive en fait que fondamentalement, c'est l'amour qui est au cœur de tout. Mais qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est cet espace à l'intérieur de moi qui m'accepte tel que je suis. Qui m'accepte tel que je suis. Et qui est la dynamique de croissance? Puisque quand on voit l'ocytocine, il y a une femme qui a écrit un livre là-dessus, ça s'appelle Love. Alors tu dis, c'est bizarre le livre. Mais en fait, c'est une chercheure en neurosciences et qui montre dans tout son livre que tout est lié à l'ocytocine. Là, fondamentalement, c'est celle-là qui va permettre aux gens d'entrer en lien. C'est ce qu'on cherche au plus profond de nous. Nous cherchons la connexion. Notre cerveau, je rappelle, c'est ça l'intelligence émotionnelle, a besoin de se connecter parce que c'est comme ça qu'il grandit. Et dans cet espace où vous allez dans le cœur, c'est là simplement que vous allez aller dans le R, que vous allez pouvoir relâcher le comportement, l'attitude, l'état d'esprit qui était compliqué pour vous, qui n'est plus adapté à la situation. Puisqu'on passe du connu à l'inconnu. Donc, demandez à quelqu'un de changer de comportement, demandez à quelqu'un de lâcher. Il ne peut pas le faire s'il n'y a pas eu le V, le O et le I avant. C'est-à-dire s'il n'a pas d'abord accepté d'aller voir vers lui, s'il a accepté de pouvoir prendre les faits sans juger, okay, et ensuite après de sentir que c'est bon pour lui, que c'est quelque chose qui va l'amener à grandir, donc c'est quelque chose qui va se connecter par le cœur, etc. À ce moment-là, il acceptera de dire « Ok, je lâche ». Là, je lâche. J'espère que je vous ai donné envie de faire ce voyage à l'intérieur de vous. En tout cas, moi, ma passion aujourd'hui de l'homme, c'est celle-là. Cette passion, elle est aujourd'hui de dire l'intelligence émotionnelle, c'est un mot qui a été inventé par les Américains. Ok, d'accord, c'est pas mal. Mais il y a deux intelligences. Il y a l'intelligence défensive et l'intelligence humaine. Et notre chemin, c'est d'aller vers cet homme
qu'on a tous cette femme à l'intérieur de nous qui parle avec le cœur. Et dans un prochain livre que je suis en train d'écrire, là, qui s'appelle L'inversion ou la relation sacrée, c'est cette notion que j'appelle du sacré. Le sacré, ça veut dire c'est fondamental, ça veut dire que c'est vivant. Ça veut dire je n'ai pas une relation avec les autres comme si c'était des objets. Ce sont des êtres vivants que je rencontre. Regardez bien, matin, bon, vous avez utilisé cette notion de capital humain, de ressources humaines, parce que ce sont des termes qui sont utilisés, qui viennent des États-Unis, des Américains, etc., qui sont un langage aujourd'hui, qui sont un langage qui sont beaucoup plus objectivables. OK, c'est ça. Mais le chemin demain, ce n'est pas des ressources, ce n'est pas du capital. Mais je te dis, tiens, toi, tu as un capital pour moi. OK? Toi, tu es une ressource pour moi. Mais on est beaucoup plus que ça. On est du vivant. D'accord? On est ce lien vivant. Et c'est ce lien vivant qu'on a besoin de retrouver aujourd'hui. Et on voit bien aujourd'hui dans le monde, quand on parle d'écologie, l'écologie, pourquoi elle vient? Elle vient tout simplement parce qu'on se rend compte qu'on a oublié la nature, qu'on a oublié ce lien avec le vivant. Et c'est ce retour au vivant, mais vous ne pourrez pas revenir au vivant si vous-même, vous n'êtes pas vivant. Et on ne peut pas être vivant si on n'est pas dans la joie. Et on ne peut pas aller dans la joie si on ne commence pas à dire « je ne suis pas dans la joie ». D'accepter, de ne pas avoir peur, de dire « mais c'est vrai, c'est le nombre de fois que je n'y suis pas dedans ». Et alors, c'est là que le chemin démarre. Merci beaucoup. Waouh, 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 waouh. OK, écoutez, vous savez, je vous ai prévenu. Hein? Je vous ai prévenu et pour le moment, je vais laisser la parole, Samy, hein, pour quelques questions, parce que nous n'en avons plus pour longtemps, avant d'aller déjeuner. Mais simplement dire que pour faire ce chemin vers le vivant, j'ai bien entendu qu'il faut déjà être vivant. Qui est vivant? Tu vois, ils sont tous vivants. Hein? Ils sont tous vivants. En même temps, justement, être vivant, c'est savoir dire que je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Et savoir dire je suis dans la joie, c'est tout simplement savoir reconnaître que je ne suis pas dans la joie. Exactement. Alors, c'est puissant. Donc, mesdames et messieurs, je laisse la parole à quelques questions. Nous allons les prendre en série parce que je sais qu'elles vont arriver. Alors, on va les prendre en série et à la suite, je passerai la parole à Samy pour réagir. Mais avant, juste, Samy a dit quelque chose qui est passé très furtivement et c'était très important de comprendre et de noter que, au-delà de cette capacité que j'ai à reconnaître que je suis dans la joie, mais c'est seulement en même temps aussi, quand je peux reconnaître que je suis dans la joie, que je peux arriver à produire, à me connecter à l'essence même de la créature. Parce qu'en fait, ce qu'on oublie, et Samy certainement va vous le dire encore, c'est que au-delà de l'aspect productivité, performance, la contribution d'un collaborateur, c'est une contribution à la création. Et justement, je ne peux pas contribuer à la création si je ne suis pas du vivant. Sinon, effectivement, j'ai une contribution absolument tronquée. Donc, je vous laisse la parole. Qui va prendre la parole en premier lieu pour poser la question D'accord, il y a un micro là-bas. Oui, il y en a deux. Merci beaucoup pour ce brillant exposé. J'ai une question à poser. Je voulais savoir, est-ce que le fait de fuir la source qui t'enlève ta joie, ce n'est pas une forme d'extrême intelligence? Tu as répondu. Parce que je ne sais pas si souvent on peut assimiler ça à de la lâcheté. Donc, c'est vraiment la question. Est-ce que le fait de fuir, bon, quand vous connaissez, vous identifiez la source et que vous voyez que c'est vraiment ça qui touche à... C'est quoi? C'est aussi... ça là. Voilà. C'est facile. Est-ce que quand vous identifiez et que vous décidez pas de lutter, pas d'essayer de travailler, mais de couper, est-ce que finalement, ce n'est pas de l'intelligence? Est-ce que tu as vu ton corps? Le corps est merveilleux. OK. Le corps est extraordinaire. Donc, le corps s'occupe de toi beaucoup plus. Il t'aime plus que toi, tu l'aimes. Ton cœur bat quelles que soient les situations. Donc, s'il se défend, il envoie une hormone.
toute l'intelligence pour enlever cette hormone, toute cette intelligence pour se contracter. C'est qu'il a développé une intelligence parce que c'était bon pour toi. C'est tout. Sauf que cette intelligence-là, elle est faite tellement avec une intention de bienveillance. Et après, pour nous, c'est simplement d'apprendre à avoir une conscience qui est un peu au-dessus. Cet esprit qui est au-dessus, de dire, j'ai pris conscience que là, je me défendais, je sais que tu fais, que c'est bon pour moi ce que tu es en train de faire. Et c'est ça le changement, c'est dire, je fais avec ce que je suis, je fais au mieux de ce que je suis, d'accord? Et je peux me remercier mon corps de me faire ça. Mais maintenant, lui dire, écoute, peut-être que là, tu m'as appris à faire ça pendant des années parce que moi, je réagis en petit enfant qui a réagi avec papa ou maman qui n'était pas sympa avec moi, ou maman qui n'était pas assez présente pour moi, ou maman qui est morte quand j'étais petit. Donc moi, j'ai appris à me couper de mes émotions pour pouvoir me défendre dans la vie, pour m'en sortir dans la vie. Et c'est grâce à ça que je m'en suis sorti. Parce que sinon, si je ne m'étais pas fermé et tout, peut-être je me serais fait écraser par les autres. Okay, donc j'ai adopté un comportement qui a été le meilleur pour moi pour m'en sortir dans la vie. Et donc je dois dire merci à cette partie-là. Et puis un jour, j'ai une petite croyance qui m'arrive. Je rencontre quelqu'un qui me dit, tu sais que tu vas aller plus loin. Tu sais que si tu aimes la vie, tu iras beaucoup plus loin. Et à ce moment-là, j'ai peur de lâcher parce que j'étais habitué à ça. Mais j'ai quelqu'un en face de moi qui me dit, t'inquiète, un bon coach, on va t'aider à faire le pas. Il a peur, mais tu le sécurises. Et là, il découvre qu'il peut aller plus loin. Mais il va dire merci à ce qu'il a fait parce que c'est une intelligence, mais il va découvrir qu'il peut aller encore plus loin. Merci beaucoup. Moi c'est juste un complément d'information par rapport aux 3 étapes. Quand on a parlé de la fixation mentale, on a parlé de tuer, on a parlé de fuite, mais je n'ai pas entendu le 3e. Oui, c'est vrai. Et c'est très important parce que ça, c'est moi, j'oublie tout le temps. Et en fait, le dernier, c'est le mouvement de figement. C'est-à-dire, on fait le mort. On fait le mort. D'accord? C'est l'animal. En fait, vous avez le sympathique, qui lui est le mobilisateur, qui lui va soit attaquer, soit fuir. Et le parasympathique, il fait le mort. Et le faire le mort, c'est la tristesse. Elle est liée à la tristesse. C'est-à-dire que je tombe, j'ai plus d'énergie. Le burn-out, c'est ça. Voilà. Mais c'est une défense. Pourquoi? C'est comme si mon cerveau me disait, bon, toi, le danger est tellement grand que tu n'arrives pas à t'en sortir. On va te plonger. Ok, merci. Merci pour cette très belle conférence qui nous donne clairement des indicateurs pour comprendre le sens même de l'intelligence émotionnelle. Mais en tant que RH, il est bon de voir comment l'appliquer dans notre environnement de travail. Ayant un rôle de régulateur de relations sociales et professionnelles, on a très souvent des retours des travailleurs, puisqu'en tant que RH, il y a beaucoup d'écoute, des questions personnelles, des questions de relations avec les managers que l'employé n'arrivait pas à gérer. Et au-delà des conversations de carrière et autres, il y a ce qu'on appelle le feedback, qui est un outil qu'on utilise dans l'entreprise aujourd'hui. Le feedback, il peut être du bas vers le haut, comme du haut vers le bas, ou de droite à gauche. Mais très souvent, les travailleurs, quoi qu'ils aient envie de donner un feedback à leur manager, n'ont pas cette capacité à dire ce qui est. Oui. Et très souvent, ils disent ce que le gars veut entendre. Exactement. Ce qui n'est pas du tout bon. Celui qui est en face doit pouvoir savoir qu'à tel niveau, quoi qu'il soit un niveau de gestion de personnes, il a besoin de savoir qu'est-ce qu'on pense de lui réellement. Et comment est-ce que les travailleurs peuvent utiliser l'intelligence émotionnelle pour pouvoir contrôler cette peur de dire des choses et qu'ils sont des résilients passifs qui, à la fin de la journée, les rendent des frustrés. Et ils subissent une relation qui est pervertie par des rancunes, par des rejets, et à la fin de la journée, il y a des rapports qui sont plus ou moins négatifs. Et comment est-ce qu'on peut adopter cette technique de gestion comportementale et relationnelle dans la relation manager-collaborateur pour le feedback? Merci. Il faut que tu fasses appel à des coachs. En fait, ce que je veux te dire par là, c'est que tu n'es pas. Toutes les entreprises vivent ça aujourd'hui, d'accord? Avec des entreprises qui sont plus saines que d'autres. Et c'est intéressant parce qu'en fait, l'insécurité qui existe aujourd'hui de certains dirigeants font qu'ils contaminent complètement le système qui est en bas. Donc, en fait, il faudrait demander à ce que celui qui est là-haut puisse travailler sur lui. Et tant qu'il n'a pas cette conscience de ça, il ne bougera pas. Donc là, on est dans un défi où on n'est pas dans un monde de bisounours, hélas. On est dans un monde sur lequel, j'ai envie de dire une chose, c'est que si mon collaborateur, moi en tant que collaborateur, je suis dans un environnement toxique,
je vais m'occuper de moi. Donc, ça voudrait presque dire que moi, en tant que RH, avec le collaborateur, je peux lui dire, écoute, fais quelque chose pour toi, c'est vrai ce que tu es en train de dire, il va être soutenu par certaines personnes. Mais s'il y a même une personne ou deux personnes qui dit, je comprends, mais voilà, on est dans ce terrain-là aujourd'hui, le terrain que tu as n'est pas forcément le plus favorable, on ne t'entend pas, ok? Donc comment tu vas faire avec là-dessus? Est-ce que tu es capable de tenir ou pas tenir? Il y en a certains qui tiennent et qui ne tiennent pas. Voilà. Donc c'est pour lui, il va falloir c'est sur soi, il faut d'abord faire sur soi, ne pas attendre que les autres changent. Tant qu'on attend que les autres changent, le monde ne changera pas. Il suffit qu'une seule personne change. Et comme on sait la puissance des émotions, plus elles sont capables de pouvoir modifier les autres. Donc, arrêtons d'attendre l'état d'esprit de l'enfant qui te dit « j'attends tellement que papa, maman soient sympas, etc. » C'était l'attente du monde, d'un professeur. Le switch qui doit revenir maintenant, c'est « prends en compte toi. Si tu te changes toi, ce sera peut-être possible en face. » Je donne cette petite histoire. J'avais un patron, c'était un patron, mais alors il était despotique. Il faisait peur à tout le monde. D'accord? Ce qu'on appelle le rouge négatif, si vous voulez, dans le truc. Mais alors, il faisait peur à tout le monde. Et personne n'osait lui parler. Mais moi, j'en faisais des cauchemars. Je me rappelle, j'étais dans une société qui s'appelle Xerox. Et il y avait un ami qui s'appelle Dominique. Et un jour, la personne arrive, elle lui dit « Dominique !» Et lui, il s'en va. Il dit « Dominique !» Il se retourne et dit « Excusez-moi, c'est à moi que vous parlez là ?»« Oui, c'est à toi. »« Non, je ne pense pas, parce qu'on ne parle pas comme ça. Donc, bonne journée. » Et alors là, il a été déstabilisé totalement. Il s'est demandé ce qui arrivait. Il y avait une seule personne qui respectait, c'était lui. D'accord? Parce qu'il s'était dit, moi, en tant qu'être humain, je ne laisserai pas cette personne. Vous voyez, quand je vous ai parlé du courage, et c'est ça qui est intéressant, c'est comment trouver ce courage-là. Et vous savez ce qui est en train de se passer? C'est que nos jeunes aujourd'hui ont ce courage. Et c'est ça qui est en train de bousculer toute la hiérarchie managériale. Okay? C'est ceux-là qui sont en train de bousculer. Et il vous demande en tant qu'RH de dire tu peux voir ces jeunes-là, comment on peut faire, parce qu'ils ne tiennent pas dans la boîte. Mais ce qu'ils te demandent en tant qu'RH, ce n'est pas développer, c'est fais qu'ils rentrent dans le rang. Ils aimeraient bien qu'ils rentrent dans le rang. Mais non, c'est fini. Le jeune d'aujourd'hui travaille par projet. Il vient, il adore le projet est fini, il va ailleurs. C'est son raisonnement. Hein. Et s'il adhère au projet Donc, on est vraiment aujourd'hui dans un enjeu où ça va bouger naturellement parce que s'il ne le fait pas, ça va déstabiliser. Une entreprise comme Carrefour, je me rappelle, elle était totalement despotique, je vous assure, énorme. Ils ont changé tellement de monde, ils ont viré plein de monde parce que ça ne marchait plus. Ils ont mis des jeunes directeurs partout, mais ça a déstabilisé tout le monde. Tout le monde. Et là, maintenant, ça bouge énormément. C'est-à-dire que tu as des vieux qui disent oui, mon patron m'écoute, ils n'en reviennent pas. Donc, les patrons, avant, c'était un patron de 40 ans, 45 ans pour être directeur. Maintenant, tu as un jeune qui a 28, 29 ans qui est directeur. Et ça marche. Alors, moi, j'ai une question. Comment est-ce que tu peux nous donner une technique pour aller vers nous-mêmes? Comment est-ce qu'on peut aller vers nous-mêmes pour révéler notre vivacité ou le fait d'être vivant? Bien. Levez-vous. Oui. Tout le monde est là? Super. Je vais vous demander tout simplement maintenant de penser à une situation qui peut être gênante ou pas gênante, quelque chose comme ça dans votre vie. Voilà, ce qui vous vient, prenez ce que vous voulez. Voilà. Vous l'avez maintenant. Et maintenant, faites simplement une chose. Vous fermez les yeux et vous écoutez l'impact que vous avez dans votre tête, dans votre corps. Voilà, vous l'avez. Observez simplement l'impact, ça. Est-ce que vous avez chaud? Est-ce que vous êtes contracté? Comment ça se passe dans votre corps? Tout simplement. Et maintenant, mettez la main sur votre cœur. Regardez ce qui se passe si vous observez la situation que vous avez dans votre corps avec les images en mettant la main sur le cœur. Simplement, je regarde avec le cœur ce qui se passe à l'intérieur de moi. Maintenant, inspirez profondément. Expirez. Sentez votre corps. Et vous pouvez revenir. Qu'est-ce qui s'est passé pour certains? Témoignage? Pour ça. Hein? Détente. Bien. Voilà. Sécurité. Apaisement. Ben voilà, vous voyez, c'est assez simple, c'est-à-dire ce que j'ai fait, c'est que la première étape qu'on peut faire,
C'est une technique, hein, ça s'appelle le scan, c'est-à-dire revenir à son corps. C'est-à-dire que le corps est la première intelligence. Et votre corps entend tout, sent tout, et exactement. Couper de son corps, c'est se couper de la vie. C'est d'abord son corps. Et votre corps, c'est simplement le remercier dans ce qu'il ressent. Et simplement après, mettre la main dans le cœur, comme une sorte de gratitude, de merci, pour sentir à un moment donné avec cet endroit-là, pas avec le bas du ventre qui est dans la tension de là, avec cette partie-là. Et le fait de mettre simplement, de toucher le cœur comprend. Le cœur comprend. Ben oui, c'est étonnant, on ne sait pas pourquoi, mais on a fait des expériences, on s'est rendu compte que les personnes qui mettaient la main sur le cœur simplement là avaient un effet. Donc il y a eu des mesures qui ont été faites. Donc, mais ça, bien sûr, si dans ta tête, tu dis ouais, je mets la main dans le cœur, allez, vas-y, ouais, c'est sûr que ça ne marchera pas, ok. Mais si je me coûte mon corps, je mets la main dans le cœur, ça marche. D'accord. Non, je voudrais. Non, je n'ai pas de questions en vérité. Un témoignage intéressant. Non, je n'ai pas de questions en vérité. Je pense qu'on a tous, autant que nous sommes, des interactions quotidiennes avec nos différents collaborateurs qui nous amènent souvent à nous poser des questions. Et je pense que je venais ici avec l'étude des questions en tête, mais à avoir écouté l'expert Samy, je voulais juste lui dire merci. Parce que je repars d'ici rassuré de ce que je suis, en vérité. J'ai dans cette salle M. Dieck, qui a eu à m'inviter. Nous avons eu à travailler ensemble récemment. Il sait comment est-ce que j'ai fonctionné. On m'appelait Monsieur le distributeur de la joie, n'est-ce pas? Et donc, je me posais plein de questions. Est-ce que j'avais la bonne attitude? Est-ce que j'avais est-ce que j'empruntais le bon chemin? Mais je pense que je pars d'ici vraiment très rassuré de ce que je suis réellement. Et ça, je voudrais vraiment dire merci à l'expert Samy. C'est toi, l'aspect joie. Ah oui, bien sûr. Voilà. Oui, c'est la méthode que j'utilise toujours, la joie, tous les jours, au quotidien, que ce soit en amitié, dans mes relations avec mes enfants, avec mon épouse, dans mes relations avec mes différents collègues, n'est-ce pas, Dec? Voilà. Tu n'as pas intérêt à le contrarier. Hein. Ah ouais. Non, en tout cas, merci. Merci pour, pour ces échanges. Je pense que, comme je te dis, je n'en ajouterai pas. Je suis vraiment rassuré. Super. Bah, écoute, continue. Si c'est vraiment ça, c'est que être dans la joie, c'est sécuriser les gens qui sont autour de toi. Merci beaucoup. Bravo. Dernière. Alors, vas-y. Il y en a deux là. Regarde. Allez-y. Bonjour, je viens du Congo-Brazzaville. Je suis DRH à la centrale électrique du Congo. Je n'ai pas de questions, c'est juste quelques petits apports. Déjà, vous me faites découvrir que je n'aime pas trop parler dans des environnements méconnus pour moi, parce que je suis de passage à Abidjan. C'est déjà une bonne chose. Merci pour votre suite, parce que la partie initiale, celle du début, me semblait beaucoup trop théorique. Pourquoi théorique? Parce que nous, les RH, nous gérons des émotions. Notre environnement est plein d'émotions. Il est aussi bon de dire que il faut encadrer les N-1 et ainsi de suite. Mais étant donné que l'enfer, c'est toujours les autres, comment savoir qu'on a besoin d'aide? Donc, votre rapport de cet après-midi était très important. Il faut ensuite faire l'exercice sur soi-même pour voir comment s'écouter. Parce que il est très difficile de s'écouter, ça peut faire très mal aussi. Tout à fait. Voilà. Et donc, je voudrais vous remercier pour pour l'apport que vous venez de nous transmettre. Et oui, merci à la personne qui m'a invité ici. Génial. Peut-être qu'il y en a deux pour ne pas les frustrer, qui voulaient dire. Allez-y. C'est une question. Comment les prend les deux ensemble, comme ça, je réponds en même temps. J'aimerais dire merci à M. Samy pour cette brillante intervention. J'aimerais dire quelque chose. Comment développer son intelligence émotionnelle, c'est assimiler ça à la spiritualité, trouver sa mission de vie. Et trouver sa mission de vie, on nous demande de rentrer à l'intérieur de nous, de savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, et toujours faire ce qu'on aime. Et moi, je suis en arrivée à cette conclusion-là. Là, j'ai fait une pause et aujourd'hui, je me demande qu'est-ce que j'aime faire.
Je suis consultante en gestion des ressources humaines. J'ai 8 ans dans le domaine. Aujourd'hui, je me demande, est-ce que c'est ma passion? Est-ce que j'aime bien les RH? Parce que c'est un métier vraiment contraignant. C'est un métier où il faut... Comment? Oui, contraignant et passionnant. Donc, c'était ma contribution. Merci. Bonjour. Bonjour, moi, je tombe des nues parce que j'ai entendu des choses et je pensais que j'étais un alien, mais je me rends compte que mes émotions comptent et je peux les utiliser partout où je suis, dans le travail et tout. Ma question, c'est que j'ai eu à faire des tests avec un coach de carrière qui m'a dit qu'avec mes émotions, je pouvais vraiment dépasser les attentes. J'ai une forte capacité à me concentrer sur le besoin des autres et à privilégier la satisfaction de mes clients. Mais j'évolue parfois dans un environnement où on me demande de tuer mes émotions, de tuer ma personnalité et d'être focus uniquement sur les objectifs. Et j'ai du mal parce que ce n'est pas ma nature, parce que je suis satisfaite quand mon client est satisfait. Et vraiment, c'est profond, profond, profond en moi. Comment évoluer dans un environnement pareil? Voilà, merci. Alors, on va conclure en répondant aux deux, parce qu'il y a personne qui parlait de la spiritualité et qui parle de toi. La seule chose, c'est, ça va même plus loin que sur ce que j'aime ou j'aime pas dans la vie, c'est trouve qui tu es. Trouve qui tu es toi. Qui tu es toi, comme a dit le petit jeune. Tu as vu? Il a dit, je me suis posé la question, mais qui suis-je? C'est-à-dire, qui suis-je? Est-ce que je suis un simple nageur? Hein? Est-ce que je suis simplement une marchandise qui doit faire de la compétition? Hein? Non, qui suis-je, moi? Et c'est en trouvant qui il est qu'il a commencé à montrer en performance. C'est-à-dire qu'il s'est dit qu'à chaque fois que je fais quelque chose, j'apprends quelque chose de moi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les contraintes que tu vis dans ton travail, ça t'apprend toujours quelque chose de toi. Quand à un moment donné, tu sens que quelqu'un vient et te dit une remarque désagréable, tu as deux manières de faire le show, de dire c'est un con, barge, ou en disant qu'est-ce que ça apprend quelque chose sur moi? Ça apprend quelque chose que là, je suis en difficulté. Et qu'est-ce que ça peut m'apprendre sur moi-même? Et donc, si à chaque fois, tu vis une situation difficile et que tu prends le retour, et qu'est-ce que ça apprend sur moi? Alors, quelquefois, tu ne la trouves pas tout de suite. Tu as besoin de discuter avec quelqu'un, tu as besoin d'échanger avec quelqu'un qui ne te juge pas, qui ne te donne pas de conseils, qui ne donne pas de solutions, mais qui t'aide à t'écouter en disant mais ça apprend quoi comme défi que je n'arrive pas à dépasser à l'intérieur de moi? Nous sommes des êtres humains sur lesquels toutes les difficultés qu'on vit, même dans un monde comme ça qui n'est pas un monde de bisounours, est un monde sur lequel on doit apprendre à toujours grandir intérieurement. Et ce grandir-là, c'est comme ça qu'on se connaît. Ce n'est pas un point fixe ce que je suis, c'est un point en mouvement ce que je suis. Donc on aura toujours ces deux parties sur lesquelles, moi j'ai toujours des difficultés dans ma vie, il y a plein de peurs que j'ai, mais chaque fois que je les rencontre, il y a des fois, j'apprends à les dépasser. Et quelquefois, je n'arrive pas à les dépasser. Mais je ne me juge pas. Je dis aujourd'hui, je ne suis pas capable. Mais ça m'apprend quoi? Ma limite. Mais aujourd'hui, ma passion, ma vraie passion, c'est moi. C'est ma vraie passion. Ma vraie passion, c'est moi, parce que je sais que quand je suis bien avec moi, je suis bien avec les autres. Et moi, en tout cas, j'ai passé un super moment avec vous.